Le Canada aura bientôt un nouvel ambassadeur à Washington. C'est hier soir que nous avons appris que Kirsten Hillman quittera son poste d'ambassadrice au début de la nouvelle année. Madame Hillman représente le Canada à Washington depuis 6 ans. Elle a joué un rôle central dans la négociation de l'accord Canada-États-Unis-Mexique et de l'accord de partenariat transpacifique. Elle est aussi devenue la première femme à occuper ce poste prestigieux. À son arrivée au caucus ce matin, le premier ministre Mark Carney a qualifié Mme Hillman d'ambassadrice exceptionnelle. On l'écoute. Elle a fait un job extraordinaire. Nous sommes dans un moment où les discussions commerciales avec les Américains changent. Ce sera on va mettre l'accent sur l'ACM, la revue de l'ACM. Nos consultations sont finies. Les consultations américaines sont en train, alors c'est le moment parfait et elle a décidé de démissionner et j'ai rien que des éloges pour elle. M. Carney a ajouté qu'il nommera le successeur de Mme Hillman dans les prochaines semaines. Alors, pour en discuter, je reçois Louise Blais, ancienne ambassadrice et représentante permanente adjointe du Canada à l'ONU de 2017 à 2021. Madame Blais, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, M. Cossette. Alors, le premier ministre Carney a dit aujourd'hui, on vient de l'entendre, que le départ de Mme Hillman survient à un moment où les discussions évoluent. On le sait, les négociations sont dans l'impasse. Nous sommes pourtant à 6 mois de la révision de la CIUM qui débute le 1er juillet. Qu'est-ce que vous pensez du moment choisi pour le départ de Mme Hillman? Mais écoutez, je pense que c'était le moment qui était prévu. Elle devait quitter plus tôt cette année, mais le premier ministre lui a demandé de rester justement pour essayer de négocier là, une entente sur les secteurs affectés par les 232. Alors, c'est le travail qu'elle a fait, qu'elle a entamé, qu'elle voulait finir. Malheureusement, ça n'a pas abouti cette année. Et là, les discussions sont rompues pour le moment. Et comme on vient d'entendre le premier ministre, maintenant, les yeux se tournent vers l'ACUM et le renouvellement de l'accord. Donc, le moment était venu maintenant de faire le changement qui était prévu plus tôt. Et c'est pour ça que ce n'est pas une très, très grande surprise pour le milieu diplomatique et le milieu des affaires qui suivent la question. Selon Bloomberg et le Globe and Mail, ce serait Mark Wiseman qui serait le principal prétendant pour remplacer Mme Hillman à Washington. Il est ancien PDG de l'Office d'investissement du régime des pensions du Canada, ex-cadre chez BlackRock et, il faut le souligner, un ami proche du premier ministre Carney. Qu'est-ce que sa nomination signifierait? Bien, il y a un très, très grand atout d'être proche du premier ministre parce que les interlocuteurs américains s'attendent à ce qu'on ait ce genre d'accès-là lorsqu'on est ambassadeur. C'est un accès que l'ambassadrice Hillman avait, même si elle était une bureaucrate de carrière. Mais alors là, c'est un accès que si c'est effectivement M. Wiseman il a la confiance du premier ministre déjà. Et c'est quelqu'un issu du monde des affaires et qui comprend le milieu des affaires, leurs enjeux, et qui n'aura pas le mur qu'on retrouve souvent entre le gouvernement et le milieu des affaires. Alors, sur bien des points de vue, c'est bienvenu. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves, qui connaît les États-Unis, qui a travaillé là-bas. Mais au-delà de tout ça, ça prend aussi quelqu'un qui aime les gens, qui n'a pas peur de bâtir des relations, parce que c'est beaucoup ça, être ambassadeur, c'est qu'il faut vraiment, vraiment parcourir le pays, il faut rencontrer des personnes, pas toujours des personnes avec qui on est d'accord, mais quand même être capable d'établir des liens et de la bonne foi pour qu'on puisse, comme pays, défendre et avancer nos intérêts. Oui, parce qu'il faut le souligner, parce que M. Wiseman n'a pas forcément d'expérience politique, diplomatique ou gouvernementale. C'est vraiment un financier. Qu'est-ce que ça nous dit de la stratégie du premier ministre Carney et est-ce qu'il cherche à avoir quelqu'un que l'administration Trump va percevoir comme parlant leur langue? Oui, alors sûrement, ça fait partie de la réflexion. Mais maintenant, il y a une chose. On se souviendra que ce printemps, le premier ministre avait donné le mandat à l'ambassadrice d'être aussi la négociatrice en chef. Alors maintenant, il faut faire attention de cumuler ces deux mandats-là parce que l'ambassadeur est responsable de beaucoup plus de choses que juste le renouvellement de l'accord. Et la manière dont on doit se comporter à la table de négociation, c'est souvent pas compatible avec le rôle d'ambassadeur à long terme. On envoie des envoyés spéciaux, mais un ambassadeur
bilatérales, d'habitude, ne mènent pas les négociations. Ça ne s'est pas fait dans le passé. Pour tous les accords qu'on a eus avec les États-Unis, ça a été une personne différente que l'ambassadeur. Alors, si c'est ce que le premier ministre a en tête, je le mettrais un peu en garde de cumuler ces deux mandats-là parce que, effectivement, après que les négociations sont terminées, ben, des fois, il y a des choses qui se sont passées à la table, qui ont déplu, et on ne peut pas se permettre d'avoir un ambassadeur qui a cet historique-là, qui peut être vu de manière négative par l'administration. Donc, c'est toujours plus dans nos intérêts d'avoir un ambassadeur qui se hisse un peu plus haut de tout ça et puis qui peut peut-être même réparer des pots une fois que les négociations sont terminées. Vous l'avez évoqué tantôt, évidemment, la diplomatie, ça implique beaucoup des relations avec nos homologues. Le futur ambassadeur devra évidemment rapidement établir des liens avec la Maison-Blanche, les leaders du Congrès, les représentants d'industrie et j'en passe. Comment est-ce que vous décririez la courbe d'apprentissage qui les attend? Ouais, c'est beaucoup, hein? Ça va être tonique et beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'il faut faire le tour de Washington, mais il faut aussi sortir. C'est impératif de connaître le pays, de pouvoir reconnaître les dynamiques régionales. Les États-Unis, c'est un pays complexe. La Californie, c'est pas la Georgie, par exemple. Alors, il faut vraiment sortir de Washington, passer le temps d'écouter, d'entendre sur le terrain, parce que ça, c'est une force par la suite. Et souvent, même les législateurs fédéraux apprécient qu'on vienne les voir dans leur district, et d'établir un peu ce lien personnel avec eux, qui est difficile d'établir à Washington en 15 minutes dans un bureau, dans leur bureau. Alors, ça va prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais c'est un travail qui se tisse. On n'a pas besoin de voir tout le monde le premier mois. Ça se tisse tranquillement, mais sûrement. Il faut que, si l'ambassadeur reste dans son rôle d'ambassadeur, comme on en parlait tout à l'heure, ben c'est tout à fait possible. Oui, d'où l'intérêt d'avoir justement quelqu'un qui est affecté spécifiquement ou pour parler, comme c'était le cas pour Steve Verhoeven lors de la négociation de l'ACM, c'est ça? C'est ça, mais ça a toujours été comme ça. On a toujours eu des négociateurs en chef responsables des négociations et les ambassadeurs étaient dans leur rôle de gérer la relation bilatérale. Il y a des grands avantages, comme je disais, d'avoir les deux personnes qui opèrent à deux différents niveaux. Quand on cumule, on perd un peu cet avantage-là. Alors évidemment, pour l'instant, les pourparlers sont toujours au point mort, mais selon vous, quel sera le plus grand défi lors des négociations à venir? Bien, le plus grand défi, c'est qu'on va se retrouver rapidement vers les élections de mi-mandat aux États-Unis. Hein? Et on voit déjà là, que le Congrès veut reprendre son rôle de garder un œil justement sur les accords économiques et commerciaux. Alors, on l'a entendu aujourd'hui, ils en ont fait part à USTR. Donc, ça va être de naviguer un peu la politique et c'est pour ça qu'il faut établir un soutien bipartisan pour l'accord. Il va falloir travailler pas juste l'administration, mais aussi le Congrès. Et ça prend beaucoup de doigté parce qu'on ne doit pas se trouver un peu être mis un peu entre les deux. Donc, ça, je pense que ça va être un des plus grands défis pour l'année prochaine avec l'accord. Louise Blais, c'est toujours un plaisir de vous avoir à l'émission. Merci encore une fois pour ces explications. Merci à vous, M. Cossette. Au revoir.